Bonjour Manon Aubry. Bonjour. Merci d'être avec nous durant cette petite heure, durant laquelle vous serez interrogé par 3 de nos journalistes, dont 2 de nos belles régions. Je vous les présente tout de suite, à commencer par Fabrice Wesser-Redon, secrétaire général du bureau parisien du groupe EBRA. Il représente ici le Grand Est et tous les journaux du Grand Est. Bonjour Fabrice. Bonjour Marie, bonjour Manon Aubry. Bonjour. Hubert Coudurier est également de retour parmi nous. Hubert Coudurier, qui est le directeur de l'information du Télégramme et qui représente ici la Bretagne. Bonjour, cher Hubert. Bonjour Marie, bonjour Manon Aubry. Bonjour. Et également un journaliste de Public Sénat, journaliste politique, Quentin Calmet, qui représente lui-même et Public Sénat. Et la politique. Voilà, les présentations. C'est déjà pas mal de choses, c'est tous les territoires. Voilà, les présentations sont faites. On commence toujours ici par une petite figure à poser, c'est le questionnaire de Proust. Chacun va vous poser une petite question, à vous de répondre. Allez, c'est Fabrice qui s'y colle. Est-ce que vous sauriez nous dire votre personnage historique préféré? Je crois qu'il y en a un qui est peut-être d'actualité puisqu'on parle beaucoup du droit des femmes cette semaine et notamment du droit des femmes à disposer de leur propre corps. Je pense évidemment à Gisèle Halimi qui était l'avocate du fameux procès de Bobigny en 1972, qui avait défendu des femmes qui avaient eu recours illégalement à l'avortement, qui avait donné suite à la loi Veil en 1974, la loi sur l'avortement, qui paraît pour ma génération une évidence. Moi, je suis née bien après, donc je suis née, l'avortement était déjà légal. Mais en tant que députée européenne, je vois comment le droit à l'avortement est remis en cause dans un certain nombre d'États européens. C'est le cas notamment en Pologne. Et donc, c'est la démonstration de ce que finalement Simone de Beauvoir disait, qu'il suffira juste d'une crise pour que ces droits, et notamment les droits des femmes, soient remis en cause. Donc, plus que jamais, il faudra être les héritiers de Gisèle Halimi pour défendre le droit à l'avortement. On en reparlera. Hubert Coudurier. Alors, votre livre de chevet, un auteur préféré, une citation de cet auteur, vous pensez à qui? On va laisser Gisèle Halimi de côté, vous l'avez déjà dit. Oui, puis je parlais aussi de la citation de Simone de Beauvoir qui était d'actualité. Mais moi, il y a une phrase que je citais souvent à la fin de mes interventions pendant cette campagne présidentielle parce que je trouve qu'elle est mobilisatrice pour notre camp politique, la gauche qui s'inscrit dans une histoire plus longue qui est celle de l'émancipation collective. Cette phrase, elle est assez connue, c'est celle de Jean Jaurès qui disait « L'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements, mais justifie l'invincible espoir. » Et c'est cet espoir, en fait, qui nous mobilise, en tout cas moi, qui me mobilise en politique. Évidemment, on sait qu'on fait face à un contexte difficile. La planète est en train de cramer, les inégalités sont en train d'exploser. Les gens ne savent pas comment ils vont payer leurs factures à la fin du mois. Et pourtant, on se bat avec l'espoir que, justement, on s'attaque aux causes profondes des inégalités, du changement climatique et surtout qu'on y arrive. Et moi, je viens du secteur associatif à la base, je n'avais pas forcément vocation à faire de la politique. Et si j'ai sauté le pas, c'est avec cette conviction qu'à la fin, on pourra changer la vie des gens. Et donc cet espoir de Jean Jaurès, on s'inscrit encore dedans. On l'entend bien. Oui. Quentin. Alors effectivement, c'est peut-être mon prisme de journaliste parlementaire, mais est-ce qu'il y a une loi emblématique? On imagine la loi Veil, mais est-ce qu'il y a une loi comme ça qui vous semble très emblématique? Pareil, je vous citerai bien une loi bien avant que je sois née et pourtant qui fait partie de ces fondamentaux qui paraissent comme un acquis et qui sont pourtant remis en cause. Je pense à la sécurité sociale et à la protection sociale, donc la loi sécurité sociale mise en place par le général de Gaulle en 1945 à la sortie de la guerre, dont le principe est simple, c'est qu'on cotise tous en fonction de nos moyens et on reçoit en fonction de nos besoins. Et c'est le principe global des prestations sociales et de la protection sociale, et particulièrement la sécurité sociale. On voit là les remises en cause. Quand vous allez aux urgences et que vous avez un ticket modérateur, je crois que c'est 18 € maintenant, je ne sais plus si c'est 16 ou 18 €. Donc vous payez pour avoir juste droit d'être soigné en urgence, ce qui est aussi contre-productif d'un point de vue de la santé, parce que ça va être des gens qui vont renoncer aux soins. Et donc ça, on y est profondément attaché, et on est le lendemain d'une mobilisation du secteur de la santé qui se bat pour avoir des moyens dans les hôpitaux, et notamment dans les hôpitaux publics. Donc je crois que c'est l'actualité. Alors cette semaine, ça a été l'affaire Caténins qui a mobilisé les médias. Je suis surprise que vous m'en parliez. Voilà, c'est pas une surprise. Je vais essayer de poser les choses un peu différemment en attaquant ma première question. C'est, dans le fond, au-delà du fond de l'affaire, on va y revenir, on a dit qu'il y avait un petit bénéfice politique pour les féministes, je n'oserais dire radicales, au sein de la France insoumise, parce que, sans même parler de l'Alliance bolivarienne, les hommes de LFI seraient des gros machos, inspirés par le côté latino-américain, vous savez, la révolution de Más que Nunca, du temps de Che Guevara, et que donc c'était une manière à la fois pour vous de les remettre à leur place,
mais aussi de vous affirmer, et que c'était aussi un coup politique. J'aime pas du tout cette manière de raconter l'histoire. L'histoire, c'est... il y a un homme, un porte-parole de notre mouvement politique, qui reconnaît être l'auteur de violences conjugales. Des violences conjugales, quand on a un mouvement féministe comme le nôtre, n'a rien à faire chez nous. Donc la décision est très clairement prise, il est en retrait, on en prend acte, on rappelle notre engagement dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, et on rappelle l'utilisation de notre comité, l'existence de notre comité de lutte contre les violences. Vous voyez, je ne vais pas tomber dans les mêmes travers dans lesquels est en train de tomber le gouvernement en instrumentalisant cette histoire, notamment pour remettre en cause, ça a été le cas de la ministre du Droit des Femmes, l'existence même de comités de lutte contre les violences. Je ne vais pas non plus tomber dans le même travers de remettre en cause finalement des avancées de ces dernières années, et au contraire plutôt de se saisir de cette histoire qui a été difficile à vivre pour nous tous. Oui, parce que finalement le microcosme politique est assez... ironique en disant c'est pas la première fois, il y a eu l'affaire Tahabouaf, il y a eu Éric Coquerel, et donc finalement la France insoumise, ils nous donnent des leçons de pureté morale et on voit ce que ça donne. Vous savez la différence entre notre organisation et les autres, c'est évidemment on est une organisation politique qui est le reflet de la société. On vit aujourd'hui dans une société qui est patriarcale, donc on n'échappe pas à l'existence de ces violences. La différence, c'est qu'on en a conscience. La différence, c'est qu'on les combat. La différence, c'est qu'on se dote d'outils de prévention et de réparation. Et ça, c'est une énorme différence. Et pour finir là-dessus, parce que, à l'inverse, vous avez d'autres partis politiques, comme La République En Marche, qui a protégé, Emmanuel Macron, qui a protégé lui-même des hommes qui étaient accusés de faits extrêmement graves, de viol dans le cas de Damien Abad, pire, de viol avec l'utilisation de drogue, de viol dans le cas de Nicolas Hulot, Gérald Darmanin, de faveurs sexuelles en l'échange d'un logement. Et donc ça, c'est des faits extrêmement graves. Justement, je me permets, et après je me tais juste de rebondir là-dessus, est-ce qu'il n'y a pas une graduation finalement entre un homme, après une séparation, vie commune, 14 ans, c'est forcément douloureux, un dérapage, et des prédateurs sexuels, coupables de multiples viols. Finalement, on a reproché à Jean-Luc Mélenchon d'avoir parlé du courage de Quatennens. C'était sûrement excessif, mais quand même, il a le dos un peu large, Adrien Quatennens. Bien sûr, et nous n'avons cessé de plaider en faveur de cette graduation. Parce que si on remet en cause la graduation de l'analyse des faits, et donc la graduation des sanctions à la fois judiciaires et politiques, à la fin, ça dessert la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Donc évidemment, vous partagez l'analyse de votre collègue Bompard qui s'est exprimé ce matin? Alors, sa phrase a été tronquée. Il dit une chose qui est vraie, c'est que on ne peut pas considérer de la même manière un fait de harcèlement, un fait de violence physique, un fait de viol. Tout ça, dans le droit et dans le droit pénal, ça a des sanctions judiciaires différentes. Et donc, il doit y avoir des sanctions politiques différentes. Parce que si vous avez une femme victime de viol qui se retrouve à avoir des sanctions à l'encontre de son violeur, qui sont les mêmes que celles qu'on peut avoir à l'encontre de quelqu'un qui a fait une gifle, évidemment que c'est un problème, y compris pour cette victime. À l'inverse, il y a une chose à dire et qui est chère aux féministes dont je fais partie. C'est qu'il y a un continuum de violence. À partir du moment où nous tolérons, nous acceptons que nous puissions frapper, ne serait-ce que donner une gifle à une femme, alors on acceptera beaucoup plus. Et toutes les victimes racontent que ça commence souvent et parfois par une violence, une gifle. Les propos de Manuel Bompard plus disant qu'une gifle, ça peut passer entre guillemets, mais c'est pas pas ce qu'il comme dit. battre sa femme. Non, je me permets de vous corriger, ce n'est absolument pas ce qu'il dit. Il dit, et j'ai sa citation exacte... Il banalise le geste. Non, il ne banalise. Il relativise le geste. Je vous le redis, il ne banalise... Est-ce que c'est pas maladroit, quand même? Il ne banalise pas, il ne Est-ce que c'est maladroit relativise ou pas. pas? Je ne pense pas. En fait, vous lui faites dire quelque chose qu'il ne dit pas. Moi, je suis une féministe convaincue. Je suis la première à m'être battue dimanche dernier pour que nous ayons une réaction rapide, une réaction ferme, une réaction claire. Mais nous savons évidemment faire la part des choses entre, d'un côté, une gifle et d'autres formes de violence. Vous le dites, les féministes, elles disent que dès la première gifle, il faut... Et elles ont raison. Et je venais de dire l'inverse. C'est pas tout à fait la même position que Manuel Bompard, semble-t-il. Je dis exactement qu'il faut réagir dès la première gifle. Et qu'a fait notre mouvement, dont fait partie Manuel Bompard, rien d'autre que de réagir. Et donc, Manuel Bompard est d'accord avec cela qu'il faut réagir. Mais nous savons aussi que
la raison pour laquelle il faut réagir, c'est aussi parce que l'analyse de ce continuum de violence, de cette société dans laquelle nous vivons, est une société dans laquelle nous aspirons à vivre, en tout cas nous à la France Insoumise et nous en tant que féministes, et que les violences n'aient plus leur place. Et donc une gifle est inacceptable, et donc elle n'a rien à faire dans notre mouvement politique, et c'est pour ça que nous n'avons pas tergiversé. C'est ça elle a entraîné, cette gifle-là a entraîné un retrait. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'une démission aurait été... Retrait du poste de coordinateur. Retrait du poste de coordinateur. Je vous propose d'écouter ce qu'en pensent les Français, notamment les gens du Nord, de cette décision. Ce député-là avait parlé à l'Assemblée nationale des hommes qui osaient frapper leurs femmes. Et malheureusement, il est capable de le faire lui-même. C'est honteux d'avoir les deux personnages. Il s'est mis en retrait d'une certaine action au niveau des députés, mais pour moi, ça devrait aller plus loin. Il devrait au moins suspendre son mandat de député. Les élus, ce sont quand même des gens importants, quand même, d'après moi, et d'abord, ils doivent faire voir, ils doivent montrer l'exemple. Les sanctions, elles sont pas assez sévères, il faut qu'elles soient exemplaires. Donc il faut vraiment de la prison ferme pour qu'ils aient un carton rouge. J'ai joué au football en étant jeune, moi, je faisais des fautes, un carton jaune, bon, on s'en fout un peu, mais quand on prend le carton rouge, après on fait attention. Voilà, certains Français sont plus sévères. Moi, je comprends. Je ne sais plus quelle personne a mentionné la question du devoir d'exemplarité. Je la partage profondément. Et c'est pour ça que nous avons agi très vite. De nouveau, je vous demande de nommer le moindre mouvement politique qui a réagi aussi vite face à des faits comme ceux-là. Je rappelle que sur les bancs de l'Assemblée nationale siège un député, Damien Abad, qui a été accusé de viol avec préméditation et l'utilisation de drogue. Siège sur les bancs de l'Assemblée nationale où ont siégé, protégés par La République En Marche, des hommes comme M. Benoît Simian qui ont été accusés et condamnés pour violence conjugale. Est-ce qu'il doit démissionner ? Donc, maintenant, chaque chose en son temps. La première chose, c'est de l'avoir suspendu de l'ensemble de ses fonctions politiques à ce stade. Maintenant, c'est le temps de l'enquête judiciaire. C'est normal et je comprends votre impatience. Je ne suis pas moi-même maître de l'enquête judiciaire. Il est payé en tant que député, il n'a plus de fonction dans l'hémicycle, il est donc payé à rien faire. Un état de droit, dans le cadre d'un état de droit, c'est important que la justice puisse se prononcer. Nous avons fait une mesure conservatoire, si vous voulez, de protection, y compris de protection de la victime, en disant que nous tenons compte et nous agissons politiquement. Mais nous, notre seul rôle, c'est des sanctions politiques. Maintenant, la prochaine étape, c'est une enquête judiciaire qui prendra son temps. Et s'il y a condamnation, alors il faudra avoir un avis définitif sur son statut. Par ailleurs, je rappelle que les seuls auprès de qui Adrien Quatennens doit rendre des comptes, c'est ces personnes qui sont ces électeurs directs dans sa circonscription. Je précise au passage que nous avons toujours été les seuls à défendre ce qu'on appelle un référendum révocatoire, c'est-à-dire que les citoyens peuvent se saisir et peuvent demander de retourner aux urnes s'ils ne sont pas contents de leurs élus et donc de leurs députés. Et dans ce cas-là, ça pourrait être aussi un outil pour que les électeurs décident. Petite question, vous évoquiez votre féminisme, votre appartenance au féminisme, ce qui est aussi le cas de Sandrine Rousseau. Vous appartenez à ce même groupe qui est la NUP. Vous vous sentez sur la même ligne qu'elle ? Ça dépend sur quoi. Vous savez, déjà, la ligne de la NUP, c'est quoi? C'est un programme commun. Il se trouve qu'on l'a écrit de manière conjointe. On parle de féminisme. Sur les questions féministes, là aussi, on a un programme conjoint dans le cadre du programme de la NUP. Il se trouve que j'ai contribué à le négocier, en discuter. Vous avez évidemment énormément de choses et je renvoie à ceux qui nous écoutent à le regarder. Par exemple, la nécessité d'investir 1 milliard d'euros pour lutter contre les violences faites aux femmes, pour davantage prévenir et accompagner les victimes, faire en sorte que des femmes qui viennent porter plainte, elles puissent être véritablement protégées, par exemple dans des centres d'hébergement d'urgence. Rousseau, là, qui a capté toute la lumière sur le fait. Ce qui compte, c'est l'importance des propositions. Moi, si vous voulez, je ne fais pas du féminisme un outil pour me faire voir. Ce qui compte à la fin, c'est les propositions. Je ne sais pas ce que j'ai dit. C'est ma question. Mais parce que je sens bien que vous voulez nous opposer. Et non, non. Je veux savoir ce qui vous rassemble, justement. Eh bien, ce qui nous rassemble, c'est notre projet et nos propositions. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas une feuille de papier de différence entre Sandrine Rousseau et moi. Ce qui s'est passé sur Julien Bayou. Entre ELV et la France Insoumise. Ce qui s'est passé cette semaine autour de Julien Bayou, on aimerait savoir ce que vous en pensez. Donc, il est secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Il a dû se retirer de la
coprésidence de son groupe à l'Assemblée nationale, parce que Sandrine Rousseau, sur un plateau de télévision, a dit que effectivement l'ex-compagne de Julien Bayou avait subi des violences psychologiques de la part de Julien Bayou, sans qu'on sache si c'est des faits répréhensibles au niveau légal. Vous parlez tout à l'heure de présomption d'innocence. Là, dans ce cas-là, elle est difficile à maintenir cette présomption d'innocence autour de Julien Bayou. Qu'est-ce que ça vous a évoqué, cette séquence? Vous voyez, c'est ces moments-là où la pression médiatique, elle est extrêmement mauvaise conseillère. Parce que dans tous les cas, qui fait cette déclaration sur un plateau de télévision. Bien sûr, mais elle aurait pas dû. Elle a les éléments, je ne les ai pas. Je ne les ai pas. Donc, vous me demandez de commenter. Bien sûr, elle n'est pas juge d'instruction. Mais elle n'a jamais. Elle n'a pas mené l'enquête. Elle ne la sait politique jamais. Va devenir invivable. Eh bien, elle ne s'est jamais prétendue être un juge d'instruction. Il se trouve qu'un comité a été saisi en interne d'Europe Écologie Les Verts. Et moi, je suis fière qu'à la fois Europe Écologie Les Verts et ma formation politique, la France Insoumise, et donc la NUP, soient fer de lance en la matière. Et nous soyons les seuls à avoir des comités internes de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, de telle manière à ce qu'ils puissent être saisis par des victimes, qu'il y ait une enquête. Et sur cette base-là, des sanctions politiques uniquement, parce qu'évidemment, ces comités n'ont pas vocation à remplacer... Au-delà du fait que Sandrine Rousseau adore faire le buzz sur tout et n'importe quoi... Ça, je vous permettrai pas d'avoir ce jugement à son égard. Le sentiment quand même qu'aujourd'hui, au-delà d'une cause qui est tout à fait normale et qui est un tournant de société qui est MeToo, il y a un risque de dérive et d'excès. Dans toute révolution, il y a des excès, vous le savez bien. Je vois bien ce que des hommes d'une certaine génération peuvent se sentir mal à l'aise face à la mobilisation féministe. Mais tous les hommes ne sont pas forcément des vieux schnocks qui disent... Est-ce que j'ai dit ça? Ça. Je vois bien le malaise que ça peut causer que des femmes, et en particulier des jeunes femmes féministes, posent sur la table, en fait, des violences qu'elles subissent au quotidien. Demandez autour de vous, demandez à vos filles, demandez à vos petites filles. Combien d'entre nous sortons dans la rue et regardons derrière nous quand nous rentrons le soir? Combien d'entre nous et autour de nous ont reçu des coups ou ont connu des femmes qui ont reçu ou qui se sont retrouvées à avoir des relations sexuelles sans le consentement? Eh bien, c'est ce continuum de violence que nous dénonçons. C'est cette société patriarcale qui a pendant des décennies, j'ai envie de dire pendant des centaines d'années, toléré ces violences. Et c'est ça que nous dénonçons. Et oui, je vais vous dire, la révolution féministe, elle n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée tant qu'on n'aura pas... Vous pensez que la société patriarcale, c'est la société du viol? Bien sûr. Que la société patriarcale, c'est une société qui fait que chaque année, il y a des centaines de viols, dont une toute petite minorité est in fine condamnée par la justice. Parce que, monsieur, des femmes ont peur d'aller porter plainte dans des commissariats. Combien d'expériences il y a eu? Il y a eu un mouvement sur les réseaux sociaux qui s'appelle Double Peine. Je vous invite à aller voir des femmes qui ont témoigné, et qui ont témoigné notamment comment elles sont allées porter plainte dans des commissariats. Et le policier qui les a reçues, manifestement pas formé pour traiter ce genre de plainte, leur a demandé « Est-ce que vous avez joui ?» Vous venez d'être meurtri dans l'intimité, dans votre corps. Excusez-moi d'aller dans les détails, mais vous avez reçu et vous avez fait l'objet d'une relation sexuelle que vous ne vouliez pas. Et vous avez un homme en face de vous qui vous humilie. Ça évolue. Ils ont des consignes très précises dans les commissariats. Ces témoignages, ils sont récents et ils démontrent la nécessité d'avancer sur ces sujets. Et puisque vous voulez avancer, je clôt d'un mot pour dire évidemment qu'aucune de nos formations politiques n'est irréprochable en la matière. Mais moi, je souhaite, et je vous le dis, que nous continuions à travailler pour améliorer nos propres dispositifs, que nous le fassions en commun avec les autres organisations de la NUP, puisque nous avons en commun à la fois une conscience et un programme sur les questions féministes, et nous avons face à nous des problématiques similaires. Et je veux dire à toutes les femmes qui nous regardent peut-être, quel que soit leur âge, eh bien, n'ayez pas peur de venir militer en politique, vous pouvez avoir... Et pour vous, il n'y a jamais de violence féminine? De violence féminine? Ça n'existe pas. Non mais attendez, là, de quoi vous parlez? Est-ce que vous connaissez des hommes autour de vous qui ont été violés? Est-ce que vous connaissez des hommes qui ont été violés? Avez-vous été violé? Avez-vous été violé? Non, moi, vous voyez, c'est rare que je sorte de mes gonds. Mais quand on met sur le même plan des viols dont, je suis désolée, les seuls auteurs sont des hommes. Là, vous voyez une complète déconnexion que vous avez avec la société. Alors, je vous invite, monsieur, à venir faire un petit tour dans les centres d'écoute qui accueillent les victimes des violences sexistes et sexuelles. Et vous verrez la détresse de toutes ces femmes. Et vous verrez que le chemin qu'il y a encore à parcourir. Un petit stage, monsieur Coudurier. Allez, voilà, d'accord. On enchaîne avec C'est bien d'avoir des femmes qui ont conscience de ces sujets. Je vous remercie. Les
Et sans transition, on passe à notre partie extra. On va aborder des thématiques qui vont au-delà du local, extra-local, grâce au condensé de la semaine rédigé par Roselyne Pagène. Ça s'appelle Territoire Hebdo. Regardez et on reparle de tout ça. C'est un rêve fissuré, tout comme les murs de cette maison. Ce ne sont pas les affres du temps mais de la météo. Une sécheresse exceptionnelle et voilà que le sol argileux se rétracte, causant une sérieuse balafre qui défigure cette habitation. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que le maire alerte le préfet à ce sujet et fasse une demande d'arrêté de catastrophe naturelle que seul le préfet peut prendre, afin que nous soyons indemnisés par notre assurance. Sécheresse, mais aussi incendie ou encore grêle. Le climat change, mais pas le régime des catastrophes naturelles. En attendant de pouvoir être indemnisés, les assurés vont devoir payer. Plus les coûts vont être importants, plus les assureurs vont réclamer des cotisations qui vont être importantes. Ici, la chaleur, on la provoque, histoire de prendre un peu d'avance. À quoi ressemblera le millésime 2050 ? Dans cette parcelle du Médoc, une expérience a permis d'y répondre, avec ces câbles, pour simuler le réchauffement climatique. On s'est aperçu aussi que les cépages, quand ils viennent du sud, ils démarrent plus tard, il leur faut plus de chaleur pour commencer à pousser. Mais ça veut dire aussi que leur période pour mûrir après va être plus courte. Donc l'idée, c'était de les faire démarrer comme si on était en 2050. Par contre, on s'est aperçu très vite que les conditions climatologiques, dès le mois de mai, ont été plus chaudes que la normale, ce qui fait qu'on a arrêté le chauffage à ce moment-là. L'ivresse climatique au rendez-vous, donc. Mais pour quel résultat ? Au cours de la fermentation, les arômes, une partie des arômes vont être révélés. Et là, c'est là qu'on va commencer à voir si un climat très chaud a un impact négatif ou positif sur la signature des vins. Ce qu'on remarque, c'est quand même sur les cépages traditionnels du Bordelais, ça a plutôt bien résisté. On a des acidités qui sont faibles, parce que c'est un millésime chaud, donc assez typique des millésimes chauds, mais qui sont quand même, qui sont pas ridicules, qui nous permettent d'obtenir quand même des vins assez équilibrés. Pour ce médecin de Noyal-Pontivy, la retraite attendra. À 71 ans, il réenfile sa blouse blanche, 2 ans après l'avoir quittée. Désertification médicale oblige. La plupart de mes patients n'avaient pas de médecin traitant. Et donc, on m'a proposé il y a 3 mois de reprendre une petite activité ici. Je n'ai pas pu dire non. On n'est plus dans les professionnels qu'on a connus qui étaient corps et âme. Et bon, après, c'est un bien, un mal, je ne vais pas juger. Mais c'est vrai que ça nous met en difficulté. Donc voilà, on doit peut-être s'adapter. Selon l'ARS, le centre Bretagne est particulièrement touché par la désertification médicale. On doit peut-être s'adapter, dit ce médecin qui remet la blouse alors qu'il est à la retraite. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça témoigne d'une désertification dont je parlais au tout début de l'émission quand je parlais de notre système de protection sociale, de soignantes et de soignants qui ont été usés jusqu'à la moelle, si vous me permettez cette expression, qui sont sous-payés, sous-considérés et qui dénotent... Pour le coup, je ne rends pas responsable uniquement ce gouvernement d'un manque d'investissement dans notre système de protection sociale et particulièrement dans nos hôpitaux publics depuis des années, que nous payons alors que nous avons cruellement payé pendant la crise du Covid et que nous payons encore aujourd'hui quand on voit les difficultés qu'on a à recruter, puisque ce sont des métiers qui sont extrêmement difficiles et sous-payés, quand on voit qu'il faut parfois, dans certains hôpitaux, choisir entre l'urgence de certaines opérations. Notre système de protection sociale perdrait beaucoup à ce tiers-mondisé et je crois qu'il faut lancer l'alarme pour le sauver et c'était le sens de la mobilisation des soignants cette semaine. Mais là, on parle aussi de retraite et de réforme des retraites. Emmanuel Macron s'est exprimé, il pense que c'est une nécessité. Ça finance aussi d'ailleurs la transition écologique, il a redit le président. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vois que le président de la République cherche de l'argent et donc s'il a de l'argent,